L'an dernier, il y avait eu Soif, vous vous en souvenez, gros succès de librairie, gros succès également auprès du milieu littéraire, où Amélie Nothomb se mettait dans la peau du Christ et nous racontait la passion à travers les yeux de Jésus. Cette fois-ci, nous revenons à une sorte de conte cruel, comme Amélie Nothomb nous en a déjà raconté, les aérostats. Nous allons faire connaissance avec une jeune étudiante en philologie à Bruxelles, elle s'appelle Ange, et elle va donner des cours de littérature. Tiens donc, à un jeune lycéen de 16 ans qui, lui, s'appelle Pi et qui est autiste. C'est un conte cruel, magnifique, un bel hommage, là encore, à la littérature qui semble être une constante pour les auteurs Albin Michel de cette rentrée. Regardez l'interview que nous avons réalisée précédemment avec Amélie Nothomb. Bonjour Amélie Nothomb. Bonjour Philippe. Quel plaisir de vous retrouver pour la sortie de ce nouveau livre, Aérostat. On va en parler dans un instant. J'aimerais qu'on revienne juste très rapidement sur Soif que vous nous avez présenté l'an dernier. Vous nous aviez confié que c'était le roman de votre vie. Et alors je me suis posé une question, lorsque l'on a écrit le roman de sa vie, comment fait-on pour retrouver l'inspiration, pour se remettre à l'ouvrage? Est-ce qu'il y a eu un avant et un après? Ce nouveau livre a-t-il été difficile à enfanter? Vous savez, la meilleure métaphore, je suis désolée, elle n'est pas très modeste, la meilleure métaphore, c'est la Vierge Marie. La Vierge Marie a enfanté d'un enfant assez célèbre, et après, elle a encore eu beaucoup d'enfants. Et manifestement, le fait d'avoir eu un premier fils tellement illustre ne l'a pas empêché d'avoir le plus naturellement du monde beaucoup d'autres enfants. Et je ne pense pas qu'elle se posait la question de savoir si elle les aimait moins ou plus. Bon, elle voyait bien qu'il y en avait un qui était un petit peu son grand œuvre, mais les autres étaient nécessaires aussi. Donc non, c'est venu très très naturellement. On n'habite pas toujours au même étage de soi-même. Bon, évidemment, un livre sur Jésus écrit à la première personne du singulier, bon, c'est ce que je pouvais faire de plus grand, mais il faut de tout pour faire un monde, donc j'avais aussi besoin de parler d'autre chose après. C'est venu d'autant plus naturellement que j'avais épongé ce besoin très important. Je vous remercie pour la transition, puisque dans Soi, vous évoquiez le Christ, là vous parlez de la Vierge Marie, et l'héroïne de votre nouveau roman s'appelle Ange, donc tout va bien. Cette jeune fille est étudiante à Bruxelles en philologie, elle a 19 ans, elle a une vie, somme toute, assez banale. On va parler de ce personnage, et puis elle va faire la rencontre d'un jeune garçon dyslexique qui a 16 ans, qui lui s'appelle Pi. D'où vient-elle cette histoire, cette drôle de rencontre entre ces deux personnages qui, a priori, n'avaient rien pour se rencontrer? Pourquoi cette rencontre entre Ange et Pi? Je pense que ces deux très jeunes gens sont chacun à leur manière très emprisonnés. Ça se voit beaucoup plus dans le cas de Pi, qui est un adolescent à un problème, qui vit avec des parents impossibles, caractériels, fous. Et qui en plus a eu une jeunesse complètement abstraite dans des paradis fiscaux. On comprend que Pi souffre de gros problèmes. Ange semble une jeune femme plus normale et mieux dans sa peau, mais finalement, au fur et à mesure qu'on entre dans le livre, on se rend compte que son problème à elle, c'est qu'elle a beaucoup de mal à être jeune, elle est terriblement sérieuse. Et là, inutile de garder le suspense plus longtemps, c'est très clair, Ange, c'est moi à 19 ans. Vous m'auriez rencontrée à 19 ans, j'étais terriblement sérieuse. La jeunesse, chez moi, c'est venu plus tard. Ce qui veut dire que vous n'êtes plus sérieuse du tout? Je suis beaucoup moins sérieuse aujourd'hui que je ne l'étais à 19 ans. J'étais vraiment le prototype de l'étudiante sérieuse. Jusqu'où Ange vous ressemble-t-elle? Vous en faites une étudiante en philologie? J'étais également une étudiante en philologie à Bruxelles. Moi aussi, je passais mes nuits seule dans des salles de cinéma improbables. J'avais aussi beaucoup de mal à me faire des amis. Elle a beaucoup de points communs avec moi. Et je me souviens aussi qu'à l'époque, je voulais, comme n'importe quelle jeune fille, je voulais plaire et je ne plaisais pas. Et j'avais remarqué que les seuls hommes auxquels je plaisais étaient soit beaucoup plus âgés que moi, soit beaucoup plus jeunes que moi. Et je me voyais vraiment comme un cas désespéré. Vous écrivez « Je retournais dans ma chambre, mieux qu'une solution de repli, celle-ci était le lieu de tous les possibles. Elle donnait sur un tournant du boulevard. J'entendais les trams négocier leur virage dans un crissement qui me séduisait. Couché sur le lit, j'imaginais que j'étais un tramway, moins pour me nommer désir que pour ignorer ma destination. J'aimais ne pas savoir où j'allais. » Est-ce une phrase que vous pourriez encore dire de vous aujourd'hui? C'est tout à fait vrai. C'était le cas quand j'avais 19 ans, c'est tout à fait le cas aujourd'hui.
je suis toujours sidérée par les gens qui ont besoin de savoir où ils seront dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Alors, je sais que c'est facile à dire dans mon cas. Les gens se disent « Mais Amélie Nothomb, on sait très bien où vous serez dans 2 ans. Vous serez avec Philippe Chauveau, vous présenterez votre roman à la nouvelle rentrée d'Albin Michel. » Mais croyez-moi, je n'en sais rien. Et j'aime ne pas en être sûre. J'aime penser qu'à tout instant, cela peut changer. Nous avons parlé d'Ange, nous avons parlé de Pi, puis il y a d'autres personnages qui grouillent autour. Il y a les parents de Pi sur lesquels on va revenir, Oui. qui sont des personnages tout à fait étonnants. J'aimerais qu'on parle aussi de la propriétaire, la locataire, la colocataire Oui. d'Ange, c'est Donate. Alors elle aussi, elle est très rigoureuse, elle est maniaque au possible. Pourquoi ce personnage? Plus exactement, c'est un personnage perpétuellement mécontent. J'ai mis un certain temps à comprendre qu'il existait des personnages perpétuellement mécontents. Et ce sont des gens très culpabilisants, surtout pour quelqu'un comme moi qui a déjà à la base un énorme complexe de culpabilité. Mais je me souviens que quand j'étais très jeune, et à vrai dire encore aujourd'hui, chaque fois que je rencontrais des personnages de ce genre, j'étais prise parce que je me disais, mais cette personne souffre, je dois faire quelque chose. Si je deviens vraiment parfaite, je parviendrai peut-être à la sauver. Et évidemment, c'était des désastres et je ne faisais que porter de plus en plus de culpabilité sans rendre le moins du monde la personne moins insatisfaite. Il m'a fallu un certain temps pour comprendre qu'il y a des gens dont simplement le but sur Terre est d'être mécontent. Ange vit donc en colocation avec Donate. Elle a cette vie, ce quotidien qui est un peu sans éclat, mais elle ne semble pas malheureuse de son sort, la petite Ange. Elle parle un petit peu de sa famille qui habite assez loin de Bruxelles, ce qui veut dire qu'elle ne leur rend pas visite très souvent. Elle n'a pas beaucoup d'amis à la faculté, hein, là où elle suit ses études de philologie. Oui. Elle avance dans la vie en essayant de trouver des amoureux. Là aussi, ce n'est pas forcément facile. Oui. Et puis elle répond donc à cette petite annonce pour donner des cours à ce jeune garçon dyslexique. Et c'est là que l'histoire commence véritablement. Parlons peut-être des parents quand même, parce que Pi, ok, il a ce problème de dyslexie, mais il a surtout un gros problème d'affection avec ses parents, Grégoire et Carole Rousser. Lui travaille dans la finance. Oui. Et puis elle est collectionneuse assez surprenante. Collectionneuse d'objets inexistants, donc c'est assez spécial. Mais c'est surtout le père qui est un individu louche. Bon, il est attachant à sa manière, parce qu'on sent qu'il aime son fils, mais qu'il est totalement incapable de communiquer avec lui. Donc c'est la guerre ouverte alors qu'il se passionne pour cet adolescent. En quoi on le comprend? Parce que Pi est vraiment un personnage hors norme, il est très intelligent, mais en même temps parfaitement impossible à approcher, tellement insolent, tellement reclus sur des espèces d'idées comme quoi seuls les chiffres et les armes sont importantes. Bon, alors le père s'y prend très mal. Tout ce qu'il trouve pour apprendre à connaître son fils, c'est de l'épier au travers d'une glace sans teint. Donc il use de procédés infects pour entrer dans l'intimité de son fils. Et ce qui est terriblement pervers, c'est que Ange, donc la jeune femme, est au courant de cela. Donc elle a l'impression d'entrer dans une machination. Et elle qui est venue pour aider Pi, a l'impression qu'elle sert à la manipuler et à l'enfoncer. Et en même temps, c'est elle qui va lui apporter tout de même le salut, la libération, sous forme du meilleur sésame qu'on ait jamais trouvé dans l'histoire de l'humanité, l'amour de la littérature. Elle va lui communiquer son amour de la littérature. Elle ne doute pas qu'il est très intelligent et qu'il n'y a pas de raison qu'un jeune homme aussi intelligent ne goûte pas les livres. Elle va un peu être son Ariane dans le labyrinthe des livres et il attrape la passion des livres qui va réellement le libérer. On ne va pas dire comment, d'autant plus que ce n'est pas une méthode très recommandable. Mais enfin, ce jeune homme va se libérer. Dans cette relation qu'il y a entre Pi et ses parents, on retrouve une thématique qui vous est chère, celle de la relation entre les parents et les enfants, que ce soit le père, la mère avec le fils ou la fille. Et puis il y a peut-être aussi une autre façon de grandir lorsqu'on a du mal avec ses parents, ce sont les proches dont on s'entoure. Oui. Et là, il va y avoir cette rencontre donc, entre Pi et Ange. Oui. Ange va apporter la littérature pour faire grandir Pi. Mais finalement, ils apprennent l'un de l'autre parce qu'au contact de Pi, Ange aussi grandit. Mais oui, finalement, il lui apporte encore plus qu'elle ne lui apporte. Elle lui apporte l'amour de la littérature, ce n'est pas rien. Mais lui, il lui apporte la jeunesse, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Le problème d'Ange, c'est qu'elle a 19 ans et qu'elle elle n'est même pas jeune, tellement elle est sérieuse, tellement elle vit dans ses bouquins. Et lui, il lui apporte une conception peut-être un peu radicale de la jeunesse, mais qui va certainement faire exploser les critères peut-être un petit peu trop
rigide d'ange. Il y a de belles pages, notamment lorsqu'ils partent tous les deux en balade, en forêt ou à la fête foraine. Il y a aussi le partage de la musique, que ce soit la Oui. musique d'aujourd'hui, la musique actuelle, ou que ce soit la musique classique. Chacun fait découvrir à l'autre ses enthousiasmes. Et puis précisons que le roman a pour cadre Bruxelles. Oui. Et là, il y a comme une sorte de déclaration d'amour à cette ville que vous connaissez bien. Bruxelles est la première ville européenne que j'ai connue, c'est ma ville, c'est là que je suis domiciliée. J'ai mis beaucoup de temps à aimer cette ville, mais finalement, je l'ai énormément aimée. C'est une ville très belle, qui a beaucoup de mystères, qu'on présente comme très chaleureuse et qui ne l'est pas autant qu'on le dit. Je sais par expérience qu'on peut être extraordinairement seul à Bruxelles, mais je suis arrivée à Bruxelles à 17 ans. Les 2 premières années, je n'ai rencontré personne et ce n'était pas faute de vouloir connaître des gens. J'étais jeune, j'allais à l'université, j'avais l'impression que j'étais invisible tellement j'étais incapable de nouer des contacts. Et pourtant, je sortais seule la nuit dans Bruxelles. Comme ange, j'allais dans des salles de cinéma qui portaient des noms improbables et je me suis fait une culture cinématographique étonnante à cette époque-là. J'ai finalement de très bons souvenirs de Bruxelles, bien qu'au départ, la ville m'ait semblé très hostile. La littérature tient donc une grande place, vous nous l'avez dit, dans ce roman. Il y a moult titres et auteurs qui sont cités, que ce soit la comtesse de Ségur, Jules Verne, Hector Malot, on parle de la princesse de Clèves, on parle de l'Iliade et l'Odyssée, entre autres. Comment s'est faite cette sélection d'auteurs et de titres que vous citez? Et sont-ils représentatifs aussi des livres qui vous ont fait avancer, qui vous ont fait grandir dans la vie? Je n'aurais pas pu faire figurer dans ce livre tous ceux qui m'ont fait grandir, mais c'est déjà un bon itinéraire. Déjà, si ne serait-ce que les lecteurs de ce livre pouvaient avoir envie de lire tous les livres auxquels je fais jouer un rôle dans les aérostats, ce serait formidable. Vous citez le titre justement, les aérostats. Pourquoi avoir choisi ce titre? C'est l'autre nom des zeppelins, des dirigeables. J'adore ce genre de véhicules tellement improbables, tellement dangereux. C'est dommage qu'on ne s'en serve plus guère. En même temps, je comprends qu'on ne s'en serve plus. C'est épouvantablement cher, c'est d'un danger abominable. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'un dirigeable? Qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'un zeppelin? C'est dommage que ça n'ait pas marché. Et quelque part, je pense que les 2 aérostats qui demeurent encore dans ce livre, c'est Ange et Pie. Ils sont tous les 2 prisonniers, ils doivent s'échapper. Et pour s'échapper, ils n'ont qu'un seul moyen, c'est de prendre de l'altitude. En même temps, ils sont très dangereux. On sent qu'un rien et ils peuvent exploser. Pie est donc ce garçon en manque d'amour et qui va trouver en Ange une sorte de mentor. Vous-même, vous avez eu des mentors dans la vie? Les présences humaines qui ont été des mentors sont arrivées plus tard. J'ai mis beaucoup de temps à les rencontrer. Mes mentors, quand j'avais cet âge-là, c'était vraiment les livres. Je m'établissais moi-même des filiations avec des écrivains que je n'avais jamais rencontrés, déjà pour la simple raison que la plupart d'entre eux étaient morts. Mais j'aimais me voir comme la fille imaginaire de Madame de Lafayette et de Kafka. Imaginez le monstre que ça pourrait donner. Vous nous faites entendre à travers ce roman que plus on avance dans la vie et plus on peut rajeunir. L'écriture est-elle finalement un bain de jouvence pour vous? Je pense que c'est vrai. Quel meilleur moyen d'approfondir sa jeunesse que non seulement que de lire sans cesse, mais aussi que d'écrire sans cesse. Je crois qu'il y a un grand malentendu chez les jeunes d'aujourd'hui. Beaucoup de jeunes aujourd'hui croient que lire, c'est un truc de vieux. Je pense que c'est exactement le contraire. Je pense que rien n'apporte autant de jeunesse que de synthétiser la jeunesse de toutes les littératures du monde à travers la lecture. Nous vivions une époque ridicule où imposer à un jeune de lire un roman en entier était vu comme contraire aux droits de l'homme. C'est une sorte de manifeste alors, ce livre? Mais ça, c'est une chose qui m'a effarée, que j'ai constatée depuis environ 10 ans. Ce n'était pas le cas auparavant. C'est qu'il existe en effet beaucoup de lycées et de collèges où on considère que faire lire un roman en entier à un adolescent, c'est pas possible, qu'il ne peut pas adhérer à ça. Alors que justement, c'est en faisant lire des livres, non seulement un livre, mais des livres en entier à des adolescents qu'ils pourront contracter l'amour de la littérature. C'est votre actualité, Amélie Nothomb. Les aérostats, c'est votre nouveau titre en librairie, donc dès la fin du mois d'août. Merci beaucoup. Merci Philippe.